Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, merci d'être présent, n'hésitez pas à liker. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les sagas littéraires. Je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des sagas de young adultes, ados, avec Harry Potter, Hunger Games, Twilight. Et moi, j'ai envie de parler plutôt des sagas littéraires qui sont plus pour les adultes. Même si celles dont je vous ai parlé, je les ai lues pour la plupart adolescente. C'est une approche assez différente, un peu plus adulte. Et je vais vous parler des sagas qui m'ont vraiment euh, amené une réflexion différente, une approche différente des choses. Il y en a 4, j'en parlais de 4. Je vais commencer avec la trilogie new-yorkaise de Paul Auster. Donc c'est une trilogie, c'est une saga de 3 livres, on dit souvent 3 nouvelles, mais c'est sont quand même assez épaisses. Donc ici, j'ai l'exemplaire en anglais parce que j'ai eu à l'étudier à l'université et suite à ça, du coup, j'ai lu la trilogie en français, hein, le premier en anglais et les deux autres en français. Donc, c'est trois livres qui sont assez atypiques avec une approche atypique. C'est un peu une saga littéraire ovni parce que c'est à la fois un thriller, c'est à la fois psychologique, c'est à la fois la science-fiction et surtout c'est la recherche de soi. Donc c'est vraiment atypique, il faut vraiment pas lire cette saga au premier degré parce que il y a plein de messages codés, c'est vraiment une lecture au second degré. Les 3 tomes ont été écrits à des années différentes, donc il les a écrits entre 1985 et 1987. Et le premier tome de la saga est celui qu'il a écrit en dernier, qui est La Cité de Verre, où on a Daniel Quinn, qui est un écrivain qui a perdu sa femme et son fils, et qui, malencontreusement, est pris pour un enquêteur, et d'enquêter sur un homme qui est sorti de prison et qui veut tuer son fils. Donc, il va suivre le personnage pour savoir pourquoi il veut tuer son fils. C'est un extrémiste religieux qui s'amuse à faire des circuits à faire des circuits dans New York, et ces circuits tracent en fait les lettres qui veulent dire la tour de Babel. Bref, un psychopathe. Et ce fou, en fait, il veut créer un nouveau langage pour sauver l'humanité, parce qu'apparemment, nous sommes tous à côté de la plaque. Ensuite, on a le deuxième tome, qui s'appelle donc Les Revenants, avec des personnages qui ont des noms de couleurs. On a bleu, blanc et noir. Donc, le détective privé qui est bleu, il est payé par blanc pour suivre noir. Qui tourne en rond. Il tourne tellement en rond, on dit non mais je vais aller le voir parce que je comprends pas ce qu'il fait en fait. Ça devient carrément limite parodique. Et le troisième tome, qui est La Chambre dérobée. Donc on a Fan Shao qui disparaît et qui laisse sa femme et son fils. Et il laisse des manuscrits à son ami, qui est le narrateur, qui va donc épouser la femme de son ami disparu, adopter l'enfant de son ami disparu et publier les livres, et il va connaître le succès. 6 ans après, on a donc Fan Shao qui revient et qui nous raconte son absence, et on comprend que son absence, c'est ce qui s'est passé dans les 2 premiers tomes. Donc on a une sorte d'emboîtement des histoires, on a une sorte d'emboîtement des personnages, on peut même s'y perdre parce qu'ils s'enchaînent, c'est assez cocasse, un peu déstabilisant. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça laisse le choix au lecteur, en fait, en lisant cette saga un peu spéciale. Donc franchement, c'est une trilogie qui a fait vraiment, qui a eu beaucoup de succès, justement, c'est étudié énormément, parce que il y a un sous-texte, en fait, en dehors de l'histoire apparente, il y a un sous-texte, donc c'est vraiment beaucoup de réflexion, il faut vraiment se concentrer à la lecture, mais c'est pas non plus des grands mots extraordinaires qu'on comprend pas, non, c'est vraiment très accessible. Ensuite, je vais enchaîner avec Tatiana de Paulina Simmons. Donc c'est une trilogie. Tatiana, donc, qui se passe en période de Seconde Guerre mondiale en Russie. Donc on a un contexte historique, et ce qui est très intéressant, même j'en parlais avec ma soeur, c'est que vraiment en termes d'histoire c'est très riche et on apprend pas mal de choses. Donc pour ceux qui étudient l'histoire, s'intéresser à la Seconde Guerre mondiale en Russie, c'est vraiment top. Donc Tatiana, elle est une jeune nana de 17 ans qui tombe amoureuse d'un officier de l'armée rouge qui a donc 22 ans, qui s'appelle Alexandre. Sauf que lui est promis à sa grande sœur, donc voilà, ils doivent cacher leur amour. De plus, il doit aller au front, donc ils sont obligés de se séparer, mais contre vents et marées, ils vont essayer de se retrouver. Comme ça sonne un peu histoire romanesque d'amour, oulala, mais vraiment, c'est juste... moi, je trouve que le texte, il est splendide. Donc, ce premier tome, elle a publié en 2002, et le deuxième tome, il est
paru en 2003 qui s'appelle Tatiana et Alexandre. Donc Tatiana se retrouve aux États-Unis, à New York, avec un bébé, donc l'enfant d'Alexandre, sauf que elle, voilà, on lui a dit que Alexandre est mort, donc il faut absolument qu'elle le retrouve, malgré le fait qu'on ait dit qu'il est mort. Elle va pas se contenter de cette information-là, donc elle va laisser son enfant aller le retrouver parce que c'est l'amour de sa vie. C'est voilà, c'est lui et pas un autre. Ensuite, troisième tome, ça fait un peu spoil, mais bon voilà, ils se sont retrouvés avec leur enfant, ils vivent aux États-Unis paisiblement. Et puis l'enfant grandit, il va aller à la guerre, mais son père, enfin voilà, il n'est pas trop d'accord. Et ben ils veulent pas, voilà, on a encore ce déchirement familial, cette souffrance de la séparation, de de l'explosion en fait de la cellule familiale à cause de faits extérieurs comme la guerre, qui sont des faits voilà, qu'on ne choisit pas et qu'on subit. Donc on se dit des fois à côté de notre vie, franchement elle est tranquillou, normalou, parce que franchement ils ont des vies vraiment, c'est vraiment compliqué quoi. Donc une saga amoureuse, un peu familiale, une petite famille et leur petit Anthony. Le deuxième tome, il a été publié en 2005, donc ça vaut vraiment le coup parce que ça sort du quotidien et pour une lecture, pas que d'été, parce que oui, certes, on approche de l'été, mais vraiment une lecture qui, euh, qui est vraiment que je vous conseille. En deuxième position, c'est Fleur captive, donc je vous avais déjà parlé. Là, pour le coup, Fleur captive, c'est une saga familiale. On a 5 tomes. Le premier tome, c'est un peu la genèse, où on a un couple qui est juste horrible. Enfin, c'est le mari qui rend du coup la femme horrible et ils sont un peu maltraitants avec leurs enfants. Il enfante la femme de son père décédé et c'est là que commencent les problèmes. Ensuite, on bascule dans le deuxième tome où on a les enfants qui doivent être cachés dans le grenier pour que la mère puisse avoir l'héritage. Enfin voilà, j'ai fait une vidéo sur ce livre, sur cette saga familiale. C'était ma première vidéo. C'est la saga familiale qui m'a vraiment fait me rendre compte qu'en ouvrant, en regardant, en lisant un livre, on peut trouver un univers extraordinaire. Des histoires juste, vraiment, on n'aurait pas pensé quoi. Et je vous mettrai le lien donc sous la vidéo descriptive que je vous fais de Fleurs captives que j'ai déjà fait. Ensuite, en première position, Amie prodigieuse, saga qui a 4 tomes de Elena Ferrand, qui est une auteure anonyme, hein, on ne sait pas qui est le nom, on ne sait même pas si c'est son vrai nom. Et ça raconte en fait l'histoire de 2 amis de l'enfance à la vieillesse à Naples en Italie. Donc le premier tome, donc on a Elena, la sage, celle qui a eu un parcours scolaire assez exemplaire. Et on a Lila qui est fougueuse, sauvage et très intelligente. Et donc c'est Lila qui a disparu et son fils qui est grand, adulte, ben, il cherche sa mère, hein, parce que voilà, il se dit mais là, elle a disparu. Et l'histoire commence comme ça, donc voilà, on comprend pas pourquoi elle a disparu. On rentre tranquillement dans l'histoire de l'enfance, quand elles se sont connues gamines, au primaire, avec un peu une compétition un peu scolaire entre les deux, avec d'autres protagonistes. On a donc tout un groupe d'amis qui viennent du même milieu, d'un milieu pauvre, d'un milieu où il faut travailler pour s'en sortir. Et elles grandissent comme ça. Et puis on a Lila on voit le potentiel en grandissant, comment elle est, sa beauté, son intelligence, son charisme. Et à côté, on a Elena qui est un peu plus timide, un peu plus envieuse, mais très intelligente et qui travaille très bien à l'école et qui comprend que c'est par son travail à l'école qu'elle arrivera à s'en sortir dans la vie. Contrairement à Lila qui, peu importe les voies qu'elle prendra, s'en sortira toujours. Pas sans douleur, pas sans difficulté. Donc un mariage qu'elle pensait être le mariage parfait, mais en fait c'est un gros loser, une brute, voilà, qui la viole. Elle va réussir à sortir de ce mariage pas sans, pas sans séquelles. Elle aura son enfant, donc celui qu'on voit au début. Elle va se retrouver vraiment voilà, en mode serpillère. Ensuite, on a en parallèle le parcours d'Elena qui scolairement se passe très bien, qui se cherche un peu, qui a cette frustration de venir d'un milieu social bas et qui veut passer à un milieu social autre et qui a honte de ses origines, qui a honte un peu de sa famille, qui a ce mal-être-là, qui n'assume pas, contrairement à Lila qui assume, qui est dans l'opulence, qui est dans l'excès, qui est dans même la provocation. Et on a ces deux personnages qui se retrouvent, qui se séparent. On a un garçon que les deux aiment. C'est d'abord Elena qui l'aime depuis toute petite.
Elle va réussir finalement à être avec lui, même avoir un enfant avec lui, mais elle va se rendre compte que ce n'est pas vraiment ce qu'il est. Elle s'est fait un peu, une idée un peu trop parfaite de cette personne-là. Et c'est là qu'on se rend compte que la naïveté des personnages, cette naïveté qui est totalement normale, car ça ressemble un peu à plein de gens que l'on connaît, qui sont un peu naïfs. Voilà, on a cette dureté de la vie, on a cette difficulté qui peuvent être rencontrées à toute époque, à tout âge, et dans toutes les catégories sociales. Donc c'est un livre qui est juste extraordinaire. Je conseille vraiment à la lecture parce que même historiquement, on parle de Naples, on parle d'une révolution. C'est un peu politique à un moment donné. Je suis pas trop politique dans les livres en tout cas. C'était pas mes meilleurs passages, mais ça place dans le livre en fait. C'est très utile concrètement. Heureusement qu'il y a cette partie-là. Donc vraiment, je conseille vraiment Ferrand, Les Amies Prodigieuses. Il y a même Canal+ qui a adapté la série, qui est d'ailleurs très bien faite. Je trouve que parmi toutes les adaptations que j'ai vues, c'est une des meilleures en fait. Les personnages sont bien choisis et ça vaut vraiment le détour. Donc voilà, je vous ai fait le top 4 des sagas adultes que je vous conseille. J'en ferai une note sur des sagas young adultes. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé. Si vous avez d'autres sagas à me proposer hors young adulte, je suis preneuse. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté et je vous dis sayonara.